Il y a quelque chose que vous portez depuis longtemps, et vous le savez, pas un souvenir précis, pas une blessure que l'on pourrait montrer du doigt sur une radiographie. Non, c'est plus diffus que ça, plus insidieux. C'est cette façon qu'a votre corps de se raidir légèrement quand le téléphone sonne et que vous voyez le nom de quelqu'un sur l'écran. C'est la tension qui s'installe dans vos épaules, comme si elle voulait remonter vers vos oreilles pour se protéger de quelque chose que vous n'arrivez même pas à nommer. C'est la question silencieuse qui revient chaque soir, dans cet espace entre le moment où vous posez la tête sur l'oreiller et celui où le sommeil, s'il daigne venir, vous emporte enfin. Est-ce que je vis vraiment ma vie ou est-ce que je réagis simplement à celle des autres? Et si la réponse à cette question changeait tout? Et si au fond, la raison pour laquelle vous vous sentez si épuisé, si invisible, si peu libre, n'était pas celle que vous avez toujours crue? Restez là. Parce que ce qui va suivre n'est pas une leçon de plus. C'est quelque chose que Christophe André a observé pendant des décennies auprès de ses patients. Une vérité qui dérange un peu, qui libère beaucoup, et que la plupart des gens n'entendent qu'une fois qu'il est presque trop tard. Si vous partez maintenant, vous repartez avec le même poids. Et ce poids, vous le savez, il ne disparaît pas tout seul. Il y a une femme, appelons-la Marguerite, 61 ans, retraitée depuis peu, 2 enfants adultes, une vie que tout le monde autour d'elle considérait comme réussie. Elle venait en consultation non pas parce qu'elle allait mal, disait-elle, mais parce qu'elle ne comprenait plus ce qu'elle ressentait. Elle avait tout fait correctement. Elle avait été présente, disponible, attentive. Elle avait répondu aux textos de ses enfants dans la minute. Elle avait gardé les petits-enfants chaque fois qu'on le lui demandait. Elle avait souri aux réunions de famille même quand elle était épuisée. Elle avait géré, organisé, anticipé, consolé. Et pourtant, quelque chose en elle se fissurait doucement, comme le vernis d'un vieux meuble exposé trop longtemps au soleil. Ce qu'elle décrivait, avec ses mots à elle, mots simples et précis comme le sont souvent les mots des gens qui ont vécu, c'était ceci. J'ai l'impression que tout le monde sait que j'existe, mais personne ne se demande comment je vais. Et cette phrase, elle l'avait dite à voix basse, presque honteuse de la formuler, comme si reconnaître ce besoin était une faiblesse impardonnable. Mieux dire les choses, ou plutôt c'est exactement cette honte-là qui est au cœur du problème dont Christophe André parle depuis des années. Cette conviction profonde, souvent héritée de l'enfance, que notre valeur dépend de ce que nous donnons, de ce que nous faisons pour les autres, de l'espace que nous leur laissons au détriment d'une autre. Et vous, est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans cette histoire? Si quelque chose en vous vient de s'éveiller, si quelque chose dans votre poitrine s'est légèrement contracté en écoutant l'histoire de Marguerite, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous appartient aussi. Et cette chaîne, ce travail de transmission que vous êtes en train de découvrir, il existe précisément pour ces moments-là. Pour ceux qui cherchent non pas des réponses toutes faites, mais un espace pour comprendre, pour respirer, pour se retrouver. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire, pas par obligation. Simplement parce que vous méritez d'avoir accès à ce genre de conversation régulièrement. Et si quelque chose dans ce que vous entendez résonne avec ce que vous vivez, dites-le dans les commentaires. Vos mots comptent. Ils aident aussi les autres à se sentir moins seuls. Revenons à ce qui se passe vraiment, parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas une fatigue passagère. Ce n'est pas simplement le signe qu'il faut partir en vacances ou dormir davantage. Ce que vivent des milliers de personnes, hommes et femmes de 50, 60, 65 ans, c'est quelque chose que la psychiatrie reconnaît maintenant avec une clarté croissante, l'épuisement émotionnel. Chronique liée à l'attachement réactif. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous avez organisé votre système nerveux entier autour d'un principe dangereux. Votre état intérieur dépend de l'état émotionnel des autres. Quand votre fille est heureuse, vous respirez. Quand votre fils ne donne pas de nouvelles, quelque chose dans votre ventre se serre, une légère nausée, une inquiétude sourde, comme l'odeur de quelque chose qui brûle dans une pièce voisine. Quand votre conjoint rentre à la maison avec cette tension dans la mâchoire que vous avez appris à reconnaître, vos épaules montent,
votre respiration se raccourcit. Vous devenez un capteur humain, constamment à l'écoute des signaux émotionnels des autres, toujours en alerte, jamais vraiment en paix. Et voici ce que Christophe André dit avec une clarté qui peut surprendre. Ce n'est pas de l'amour, ou du moins ce n'est pas seulement de l'amour, c'est de la survie émotionnelle habillée en amour. Parce que quelque part, très loin dans votre histoire, vous avez appris que si vous lâchiez le contrôle, si vous cessiez de surveiller, de gérer, d'anticiper, quelque chose de terrible allait arriver. Vous ne savez plus exactement quoi. Mais le corps, lui, il s'en souvient. Il s'en souvient dans la raideur de votre nuque le matin, dans ce fond de fatigue qui est là même après une bonne nuit. Dans ce sentiment étrange de vide que vous ressentez parfois lorsque personne ne vous demande rien, comme si votre existence n'avait de sens que dans l'utilité. Est-ce que tout ça vous parle? Oui, oui. Continuez à écouter. Maintenant, il faut être honnête, vraiment honnête, parce que ce qui va être dit maintenant est difficile à entendre et c'est précisément pour cela qu'il est important de le dire. Si vous continuez à vivre comme ça, sans apprendre à vous détacher, sans apprendre ce que Christophe André appelle le lâcher-prise stratégique, quelque chose va se passer, pas peut-être. Pas dans un futur lointain et hypothétique. Quelque chose est déjà en train de se passer. Votre système nerveux, cet instrument extraordinaire et fragile, n'est pas fait pour fonctionner en état d'alerte permanente. La neurobiologie est formelle là-dessus. Lorsque le cortisol, cette hormone du stress, baigne votre cerveau de façon chronique, il commence à modifier la structure même de vos pensées. Vous devenez moins capable de nuances. Vous interprétez les silences comme des rejets. Vous lisez de l'indifférence là où il y a simplement de l'autonomie. Vous prenez comme une offense personnelle ce qui n'est qu'une maladresse. Et progressivement, imperceptiblement, votre vision du monde se réduit. Elle se rétrécit comme un appartement dont on fermerait une pièce après l'autre, jusqu'à ne plus vivre que dans un couloir. La dépression ne tombe pas du ciel. Elle s'installe lentement sur le terreau de cet épuisement-là, sur la conviction que vous avez tout donné et que ça n'a jamais été suffisant, sur cette fatigue d'être toujours celui ou celle qui fait l'effort de comprendre, de pardonner, de s'adapter. Et il y a quelque chose d'encore plus douloureux, quelque chose que l'on n'ose pas souvent regarder en face, l'impact de cet état sur ceux que vous aimez le plus. Vos enfants, même adultes, perçoivent votre anxiété. Ils la respirent comme on respire l'air d'une pièce. Ils sentent ce fond d'inquiétude permanent que vous portez et ils font l'une de deux choses. Soit ils s'éloignent pour pouvoir respirer et vous vivez ça comme un abandon, soit ils restent et ils absorbent votre tension et ils apprennent à leur tour que l'amour et l'anxiété sont la même chose. Ce sont deux chemins qui font mal à vous et à eux. Votre conjoint, si vous en avez un, finit par se sentir étouffé sans pouvoir le nommer clairement. Parce que vous n'êtes pas violent, vous n'êtes pas méchant, vous êtes simplement omniprésent émotionnellement. Votre besoin de réassurance, votre sensibilité à chaque variation de son humeur, votre façon de prendre pour vous ce qui ne vous appartient pas. Tout cela crée une pression invisible mais réelle, comme un couvercle sur une casserole qui chauffe doucement. Et vos amis les plus proches, ceux qui vous aiment vraiment, ils commencent parfois à doser les mauvaises nouvelles qu'ils vous partagent, parce qu'ils savent que vous allez vous inquiéter pour eux au-delà du raisonnable, parce qu'ils savent que votre réaction va dépasser leur propre ressenti, et sans même s'en rendre compte, ils vous mettent à distance. Pas par manque d'amour, par instinct de préservation. Vous voyez, ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est ce qui arrive si rien ne change. Et cela mérite qu'on s'y arrête vraiment. Imaginez encore 5 ans comme ça. Ou 10. Le cerveau qui apprend, qui s'adapte, qui consolide ce qu'on lui répète. 5 ou 10 ans de plus à vous définir par la réaction des autres. À vous lever chaque matin en vous demandant non pas ce que vous voulez, mais ce que les autres attendent de vous. À mesurer votre valeur à l'aune de la gratitude que vous recevez ou que vous ne recevez pas. Christophe André le dit avec une douceur qui n'enlève rien à la gravité de la chose. Il existe des gens qui arrivent à la fin de leur vie
en n'ayant jamais vraiment vécu la leur. Pas parce qu'ils manquaient de courage, pas parce qu'ils manquaient d'intelligence, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à se poser cette question simple et bouleversante. Qu'est-ce qui compte pour moi, indépendamment de ce que les autres pensent de moi? Et il y a une forme d'ironie dans tout cela. Une ironie que Christophe André note avec ce sourire calme qui lui est propre, ce sourire de quelqu'un qui a entendu suffisamment d'histoires humaines pour ne plus être surpris, mais pour continuer à être touché. L'ironie, la voici, plus vous vous accrochez, plus vous vous effacez, plus vous cherchez à être indispensable, plus vous devenez invisible. Plus vous vous faites petit pour ne pas déranger, plus vous dérangez vraiment. Parce que votre présence angoissée pèse plus que votre absence. Que Rodessir, ou plutôt mieux dire, en voulant ne jamais perdre personne, vous êtes en train de perdre quelque chose de bien plus précieux. Vous-même. Et voici ce qui est fascinant, fascinant d'un point de vue clinique et profondément humain à la fois, les gens qui apprennent à lâcher prise ne perdent pas leurs proches. Non, non, non. C'est exactement l'inverse qui se produit, et c'est le cœur de ce que nous allons explorer maintenant. Mais avant cela, une question, une seule. Est-ce que vous avez déjà observé, dans votre entourage ou peut-être en vous-même, ce moment étrange où quelqu'un commence à prendre de la distance, à devenir moins disponible, à ne plus courir après les approbations, et où soudain tout le monde autour de lui semble vouloir le retenir? Vous l'avez peut-être vécu, peut-être l'avez-vous observé chez quelqu'un d'autre. Cette personne qui, du jour au lendemain, semble moins inquiète de ce que vous pensez d'elle, et qui, pour cette raison précise, devient soudainement plus intéressante, plus magnétique, plus désirable. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine fondamentale. Et Christophe André va vous expliquer pourquoi, mais aussi comment y arriver vous-même. Parlons d'abord d'un autre patient. Un homme, cette fois, appelons-le Bernard, 63 ans, cadre supérieur à la retraite depuis 18 mois. Une vie entière construite sur la performance, sur la reconnaissance professionnelle, sur le fait d'être utile, compétent, irremplaçable, et puis la retraite. Et avec elle, ce vide étrange, ce silence, cette disparition soudaine de tout ce qui définissait son identité. Bernard n'était pas déprimé au sens clinique du terme, du moins pas encore. Mais il cherchait compulsivement à recréer dans sa vie personnelle ce qu'il avait connu dans sa vie professionnelle, être indispensable. Il appelait ses enfants plusieurs fois par semaine pour proposer son aide, même quand elle n'était pas nécessaire. Il intervenait dans les décisions de sa famille avec une autorité qui n'était plus vraiment la sienne. Il commentait, conseillait, organisait, et il ne comprenait pas pourquoi ses proches semblaient vouloir prendre de la distance. Pourquoi ses appels restaient parfois sans réponse. Pourquoi ses suggestions étaient accueillies avec une politesse froide. Ce qu'il décrivait, avec une perplexité sincère, c'était ceci. « J'ai l'impression que plus je fais, moins il m'apprécie. » Et cette phrase, elle dit tout. Parce que ce que Bernard vivait, c'est ce que Christophe André appelle le paradoxe de l'attachement anxieux. Plus on serre fort, plus on étouffe. Plus on se rend disponible de façon inconditionnelle, plus on perd en valeur perçue. Non pas parce que les autres sont ingrats, non, pas du tout. Mais parce que l'être humain est ainsi fait. Il désire ce qu'il ne possède pas complètement, il valorise ce qui a une existence propre, indépendante de lui. Et Bernard, en s'effaçant derrière ses offres de service, en n'existant plus que dans sa relation aux autres, était devenu invisible à leurs yeux, pas méchamment, pas consciemment, mais réellement. Alors que s'est-il passé quand il a commencé à travailler sur le lâcher-prise? Quand il a appris à s'occuper de lui, à retrouver des centres d'intérêt personnel, à ne pas répondre immédiatement à chaque sollicitation, à laisser un espace entre lui et ses proches, ses enfants ont commencé à l'appeler. Eux, d'eux-mêmes, non pas parce qu'ils le réclamaient, mais parce qu'il était redevenu quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui avait une vie, quelqu'un qu'on pouvait perdre. Est-ce que vous commencez à saisir la profondeur de ce paradoxe? Maintenant, voici ce que Christophe André propose. Ce ne sont pas des formules magiques.
Ce ne sont pas des techniques que l'on applique une fois et qui règlent tout. C'est un travail, un vrai travail. Mais c'est un travail qui, une fois commencé, change la texture même de votre quotidien. Vous commencez à respirer différemment. Votre nuque se relâche un peu. Les matins ont une couleur différente. La première chose la plus fondamentale, c'est ce que Christophe André appelle la distinction entre ce qui vous appartient, ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Cela semble simple. C'est révolutionnaire. Votre colère, votre tristesse, votre joie, vos besoins, ils vous appartiennent. L'humeur de votre fils ce matin, la décision de votre fille de ne pas vous appeler de la semaine, la façon dont votre voisin vous a regardé dans l'escalier, la question que votre médecin n'a pas posée. Rien de tout cela ne vous appartient. Cela leur appartient à eux. Et la confusion entre les deux, cette confusion entre votre intérieur et l'extérieur des autres, c'est la source principale de votre épuisement. Concrètement, qu'est-ce que cela donne dans la vie quotidienne? Cela donne ceci. Quand votre téléphone sonne et que c'est votre enfant, avant de décrocher, vous prenez un souffle, un seul, lent, et vous vous posez cette question. Est-ce que ce que je ressens en ce moment, cette légère anxiété, ce besoin de tout contrôler, est-ce que c'est vraiment lié à ce qui va suivre ou est-ce que c'est simplement mon système nerveux qui rejoue un vieux disque? Cette question ne supprime pas l'émotion. Non, elle crée un espace entre l'émotion et la réaction. Et cet espace, même d'une fraction de seconde, est l'endroit où vit votre liberté. Christophe André insiste sur ce point avec une précision clinique. La pleine conscience, le mindfulness, n'est pas une technique de relaxation. C'est une façon d'habiter son corps différemment. C'est apprendre à sentir une émotion sans en être possédé. C'est la différence entre regarder passer un nuage et croire que vous êtes le nuage. Comment faire cela, pratiquement? Voici ce qu'il propose et que ses patients ont expérimenté avec des résultats qui, parfois, les surprennent eux-mêmes. Le premier exercice, il s'appelle l'ancrage corporel. Lorsque vous sentez cette montée, cette agitation intérieure, cette tension dans les bras ou dans la gorge, cet air qui semble soudainement plus difficile à trouver, posez vos 2 pieds à plat sur le sol. Sentez le contact entre vos semelles et le plancher. Pas mentalement, physiquement, vraiment, la pression, la texture, la solidité de ce que vous portez. Et posez-vous cette question très simple. À cet instant précis, maintenant, dans les 5 prochaines secondes, est-ce que je suis en danger réel? Dans la grande majorité des cas, la réponse est non. Et ce non, senti dans le corps, plutôt que seulement pensé dans la tête, commence à recalibrer votre système nerveux. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. Le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable du calme et de la récupération, s'active précisément par ces signaux corporels de sécurité. En posant les pieds sur le sol, en sentant la gravité, en ancrant votre attention dans le présent immédiat, vous envoyez à votre cerveau le message qu'il attendait. Je suis en sécurité. Je peux relâcher la vigilance. Le deuxième outil, plus subtil mais tout aussi puissant, c'est ce que Christophe André appelle la pratique du non-agir. En japonais, on dit wu-wei. En français, on pourrait dire résister à l'impulsion de régler ce qui ne vous appartient pas. Votre proche est triste. Votre instinct vous dit de le consoler, de trouver des solutions, de faire quelque chose. Et cet instinct n'est pas mauvais. Sauf que souvent, vous n'agissez pas pour lui. Vous agissez pour vous, pour calmer votre propre malaise face à sa souffrance, pour ne pas supporter l'inconfort de le voir dans cet état. Et lui, votre proche, il le sent. Il sent que votre présence est chargée d'une demande implicite « va mieux pour que je sois tranquille ». Le non-agir, c'est apprendre à être présent sans projeter vos propres besoins sur l'autre. C'est s'asseoir à côté de quelqu'un qui souffre et lui offrir votre présence calme, sans l'encombrer de vos solutions, sans le presser de guérir à votre rythme. C'est extraordinairement difficile.
et c'est extraordinairement libérateur pour vous comme pour lui. Concrètement, la prochaine fois que quelqu'un de proche vous confie une difficulté, essayez ceci. Avant de répondre, respirez. Posez-vous la question, est-ce qu'il me demande de résoudre quelque chose ou est-ce qu'il me demande simplement d'être là? Et si la deuxième option est probable, dites simplement « je t'entends, je suis là », c'est tout. Rien de plus. Et observez ce qui se passe dans la relation. Est-ce que cela semble trop simple? Oui, souvent ça semble trop simple. Et pourtant, combien de relations se sont abîmées précisément parce que l'un des deux ne savait pas juste être là, sans résoudre, sans conseiller, sans transformer chaque échange en réunion de crise. Voici maintenant quelque chose d'important, quelque chose que Christophe André souligne avec insistance dans son travail clinique et dans ses écrits. Le lâcher-prise ne signifie pas l'indifférence. Non, jamais. C'est peut-être la confusion la plus fréquente et la plus dommageable. Il y a des gens qui ont tenté quelque chose qui ressemblait au détachement et qui en sont sortis blessés ou qui ont blessé les autres. Parce qu'ils ont confondu se distancier et se fermer. Parce qu'ils ont confondu lâcher prise et abandonner. Parce qu'ils ont pris la froideur pour de la sagesse. Le vrai lâcher prise, celui dont parle Christophe André, c'est quelque chose de chaud. Oui, chaud. C'est aimer sans posséder. C'est se soucier de quelqu'un sans avoir besoin de contrôler son chemin. C'est être profondément connecté à vos valeurs, à ce qui compte pour vous, tout en laissant les autres exister pleinement dans leur propre vérité, même quand cette vérité diffère de la vôtre. Il y a une image qu'il utilise parfois, une image simple et juste. Il dit que la relation saine ressemble à deux arbres plantés côte à côte. Leurs racines plongent profond dans la même terre. Leurs branches se touchent parfois, se frôlent dans le vent, mais chacun a son propre tronc, chacun a sa propre forme. Et si l'un tombe, l'autre ne tombe pas avec lui. Il pleure, il se courbe. Mais il reste debout. C'est ça, le détachement sain. Deux présences entières, pas deux demi-présences qui se soutiennent mutuellement pour ne pas tomber. Et maintenant, une question qui touche peut-être à quelque chose de plus personnel. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient cette peur de lâcher prise, cette certitude, souvent inconsciente, que si vous relâchez votre vigilance, quelque chose d'irréparable va se produire? Dans la grande majorité des cas, cette peur n'est pas née d'hier. Elle s'est construite patiemment dans l'enfance ou dans des moments de vulnérabilité où vous avez appris, d'une façon ou d'une autre, que vous ne pouviez compter que sur votre propre contrôle pour éviter le chaos. Peut-être avez-vous grandi dans une famille où les émotions étaient imprévisibles et où votre survie émotionnelle dépendait de votre capacité à lire l'atmosphère et à y répondre vite. Peut-être avez-vous connu une perte, un abandon, une trahison, et votre cerveau en a conclu que la vigilance était la seule protection possible. Christophe André ne dit pas que ces apprentissages étaient faux dans leur contexte d'origine. Il dit qu'ils sont devenus inadaptés dans votre vie actuelle. Parce que vous n'êtes plus cet enfant. Parce que vous avez des ressources maintenant que vous n'aviez pas alors. Parce que le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui n'est pas le même que celui dans lequel cette peur a été créée. Et cette reconnaissance, cette compassion envers votre propre histoire n'est pas une faiblesse sentimentale. C'est le fondement même du changement. On ne se libère pas d'une peur en la combattant. On s'en libère en la comprenant, en la regardant avec douceur, en lui disant « Je te comprends, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Mais maintenant, c'est bon, tu peux te reposer. » Voici un troisième outil pratique, peut-être le plus puissant des trois que Christophe André propose dans ce contexte, la pratique de la gratitude sélective. Pas la gratitude naïve, cette liste de choses positives que l'on récite pour se convaincre que tout va bien. Non, la gratitude sélective, c'est différent. C'est apprendre à nommer chaque jour une chose, une seule, qui existe dans votre vie indépendamment de la validation des autres. Ce peut être la texture d'une tasse de café chaud entre vos mains, ce matin, la chaleur qui se diffuse depuis vos paumes jusque dans vos bras.
Ce peut être le bruit particulier que fait la pluie sur une fenêtre en automne. Ce son de staccato doux et régulier qui rappelle que le monde continue d'exister sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Ce peut être la sensation d'un fauteuil familier qui connaît la forme de votre dos. Ce peut être la lumière à 5 heures du soir en hiver, ce jaune pâle et rasant qui transforme les rues en quelque chose de presque irréel. Ces micro-moments d'existence pure, d'existence qui ne demandent rien et ne dépend de personne, sont des ancres. Ils vous rappellent que vous existez, en dehors de vos rôles, en dehors de vos fonctions, en dehors de ce que les autres pensent de vous. Et cette existence-là, elle est solide. Elle ne peut pas vous être retirée. Christophe André parle souvent, dans ses consultations, de ce qu'il appelle le sol intérieur. Cette partie de vous qui reste stable, même quand tout le reste bouge. La pratique régulière de ces petits moments de présence pure, c'est ce qui consolide ce sol. C'est ce qui fait que, progressivement, les turbulences extérieures commencent à vous affecter différemment. Pas parce que vous devenez insensible, mais parce que vous avez quelque chose à quoi revenir. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Vraiment. Parce que c'est ici que la psychologie rejoint quelque chose de presque paradoxal. Quand vous commencez à construire ce sol intérieur, quand vous commencez à exister d'une façon plus complète et plus autonome, quelque chose change dans la façon dont les autres vous perçoivent. Et cette chose, vous ne la cherchez pas, vous ne la calculez pas. Elle arrive comme un effet secondaire inattendu et bienvenu. Les gens commencent à avoir peur de vous perdre. Pas parce que vous vous êtes rendu inaccessible, pas parce que vous les ignorez ou que vous jouez un rôle, mais parce que vous avez cessé d'être une certitude, parce que vous existez maintenant avec une présence propre, une énergie qui n'est plus entièrement tournée vers la réassurance des autres. Et cette présence, cette énergie, elle crée quelque chose de précieux et de rare dans les relations, le sentiment d'un enjeu réel. On n'a pas peur de perdre ce qu'on est certain de toujours avoir. On a peur de perdre ce qui a une vie propre, ce qui pourrait s'en aller, ce qui nous choisit librement plutôt que de rester par habitude ou par peur. Et vous, jusqu'ici, vous avez peut-être été quelqu'un que les autres tenaient pour acquis. Non pas parce qu'ils sont mauvais, non. Mais parce que vous leur avez appris à le faire, en étant toujours là, toujours disponible, toujours prêt à vous plier, à vous ajuster, à faire un pas de plus dans leur direction. Quand vous cessez de faire ce pas automatiquement, quand vous restez là, présent et aimant, mais centré sur vous-même, quelque chose change dans l'air. Les gens le sentent. Ils ne savent pas forcément le nommer, mais ils le sentent. Et maintenant, une histoire que Christophe André raconte parfois, avec une délicatesse qui dit beaucoup sur sa façon de voir les êtres humains. Il raconte l'histoire d'une femme, 67 ans, qui avait passé 40 ans à être le pivot de sa famille. La référence, celle vers qui on se tournait pour tout. Les décisions, les conflits, les chagrins, les joies, elle était partout, indispensable, et progressivement épuisée d'une façon qu'elle n'arrivait pas à expliquer, même à elle-même. Elle avait commencé à travailler, d'abord timidement, puis avec une conviction croissante sur ce détachement doux que nous décrivons ici. Elle avait appris à dire non, pas avec agressivité, mais avec une douceur ferme. Elle avait repris des activités qu'elle avait abandonnées il y a des années, la peinture, les promenades seules dans les bois, les livres qu'elle n'avait jamais le temps de finir. Elle avait commencé à ne pas répondre immédiatement à chaque message, à chaque sollicitation. Elle avait commencé à exister pour elle. Et au début, sa famille avait été déstabilisée. Quelques tensions, quelques incompréhensions, c'est normal, dit Christophe André. Quand un système s'est organisé autour d'un certain équilibre, même un équilibre dysfonctionnel, tout changement crée d'abord une résistance, c'est mécanique. Mais au bout de quelques semaines, quelque chose d'inattendu s'était produit. Ses enfants l'appelaient différemment. Pas pour lui demander de résoudre leurs problèmes, mais pour lui demander comment elle allait. Ses petits-enfants lui envoyaient des photos en lui écrivant « Grand-mère, tu me manques ». Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de spectaculaire,
mais parce qu'elle était redevenue quelqu'un. Quelqu'un avec une vie propre, des désirs propres, une présence qui n'était plus entièrement définie par sa disponibilité pour les autres. Son mari, avec qui la relation s'était un peu érodée au fil des années dans une sorte de cohabitation silencieuse, avait commencé à la regarder différemment. Il lui avait dit, un soir, une phrase simple et bouleversante pour elle, « Je ne t'avais pas vu comme ça depuis longtemps ». Elle m'avait rapporté cette phrase en consultation, et elle avait dit, en souriant cette fois, un sourire différent de ceux qu'elle avait eus lors de nos premières séances. Je crois que pendant des années, j'ai cru que si je me rendais indispensable, personne ne pourrait partir. Et en réalité, c'est exactement ça qui faisait partir les gens. Exacto, c'est exactement ça. Alors maintenant, parlons d'un aspect que l'on aborde rarement, le lâcher-prise vis-à-vis de soi-même. Pas seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de cette image intérieure que vous portez, cette image souvent très exigeante, très sévère, de ce que vous devriez être, faire, ressentir. Combien d'énergie dépensez-vous chaque jour à vous juger, à vous dire que vous auriez dû réagir autrement, que vous n'avez pas été assez patient, assez généreux, assez courageux? Cette autocritique chronique, ce tribunal intérieur qui ne prend jamais de vacances, est une forme d'attachement aussi toxique que l'attachement aux réactions des autres. C'est un attachement à une image idéale de vous-même. Et chaque fois que vous n'êtes pas à la hauteur de cette image, la déception est là, acide et familière, comme l'odeur d'un médicament qu'on prend depuis trop longtemps. Christophe André, dans sa pratique clinique et dans sa propre expérience de méditant, insiste sur ce qu'il appelle l'autocompassion. Et il le fait avec une précision qui évite tous les pièges de la psychologie de salon. L'autocompassion, ce n'est pas se donner le droit de ne faire aucun effort. Ce n'est pas se récompenser pour ses échecs. C'est se traiter avec la même bienveillance que vous offririez à une amie proche qui vit ce que vous vivez. Imaginez une amie, une vraie, quelqu'un que vous aimez et respectez, et imaginez qu'elle vient vous voir en disant exactement ce que vous vous dites à vous-même dans vos moments de doute. Qu'est-ce que vous lui répondriez? Vous lui diriez ce que vous vous dites à vous-même, cette liste des défauts et des manquements? Bien sûr que non. Vous lui diriez « Tu fais de ton mieux. Tu as traversé des choses difficiles. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne pas être parfaite. Alors dites-vous cela à vous-même, pas une fois, régulièrement, avec la même douceur que vous auriez pour quelqu'un que vous aimez. Et voici le 4e outil pratique que propose Christophe André, celui que ses patients trouvent souvent le plus difficile et le plus transformateur à la fois, la pratique du silence habité. Pas le silence de l'isolement, pas le silence de la rupture. Le silence habité, c'est apprendre à passer du temps avec vous-même sans avoir besoin de remplir le vide, sans le téléphone, sans la télévision, sans la liste des choses à faire, juste vous, votre respiration et la sensation de votre propre présence. Beaucoup de gens qui travaillent sur le lâcher-prise découvrent, lors de ces premières tentatives de silence, quelque chose d'un peu alarmant. Ils ne savent plus très bien qu'ils sont en dehors de leur rôle. En dehors de parents, de conjoints, d'amis, de voisins. En dehors de toutes ces fonctions qui ont structuré leur identité pendant des décennies. Et cette découverte peut être inconfortable. C'est normal. C'est même un bon signe. Parce que l'inconfort signifie que vous vous approchez de quelque chose de vrai. De quelque chose qui était là, sous les couches de l'utilité et de l'obligation, et qui attendait simplement qu'on lui fasse de la place. Commencez par 5 minutes. Juste 5 minutes par jour, dans un endroit calme. Pas de méditation formelle si ce n'est pas votre style. Juste 5 minutes assis, ou debout à la fenêtre, ou dans votre jardin si vous en avez un, 5 minutes à ne rien produire, à ne rien résoudre, à ne rien performer. 5 minutes à juste être là, dans votre corps, dans votre respiration, dans votre existence simple et suffisante. Et si des pensées viennent, des pensées sur ce que vous devriez faire, des inquiétudes, des reproches, laissez-les passer comme vous laisseriez passer des voitures derrière une fenêtre.
vous ne les ignorez pas. Vous les voyez, mais vous ne montez pas dedans. Vous restez là, sur votre trottoir intérieur, et vous les regardez défiler. Voilà ce qu'est la méditation selon Christophe André. Non pas un état de grâce permanent, non pas le vide de toute pensée, mais cette capacité croissante à ne pas être emporté par chaque vague émotionnelle qui passe. Maintenant, une dernière chose, et peut-être la plus importante de tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Le lâcher-prise n'est pas une destination. Ce n'est pas un état que vous atteindrez un jour et dans lequel vous vivrez ensuite en permanence, serein et imperturbable, comme une statue de jade dans un temple bouddhiste. Non, 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 c'est une pratique. C'est quelque chose que vous faites et que vous refaites et que vous apprenez à refaire différemment, chaque jour, dans les petites choses et dans les grandes. Vous allez rater, vous allez vous laisser emporter. Vous allez vous réveiller certains matins avec cette vieille anxiété dans le ventre, ce goût métallique de l'inquiétude sur la langue, cette raideur dans les bras qui signale que votre corps est déjà en train de se préparer à une bataille qui n'a pas encore eu lieu. Et c'est bien. Parce que le fait de remarquer ces moments, de les reconnaître sans vous en punir, de vous dire simplement « Ah voilà, c'est encore là, je connais ce visiteur et je sais maintenant quoi faire », c'est déjà une transformation profonde. C'est déjà une forme de liberté que vous n'aviez pas avant. Christophe André dit souvent une chose qui a le don de déstabiliser agréablement ses patients lors des premières séances. Il dit « Je ne vous promets pas de vous débarrasser de vos émotions difficiles. Je vous propose de changer votre relation à elles. Et cette nuance, cette subtile mais immense nuance, est la clé de tout. Parce que la souffrance, dans la vie humaine, est inévitable. Les pertes, les déceptions, les incompréhensions, les deuils, les départs, les maladresses des gens que nous aimons, tout cela fait partie de l'existence. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas construire assez de murs pour s'en protéger complètement. Et ceux qui essaient de le faire, qui se ferment, qui se blindent, qui décident que ne plus aimer est la solution pour ne plus souffrir, ceux-là ne se protègent pas. Ils s'amputent. Ce que propose le détachement sain, c'est autre chose. C'est apprendre à traverser la souffrance sans s'y noyer. C'est la différence entre être sous la pluie et être dans la pluie. Vous êtes mouillé dans les deux cas. Mais dans un cas, vous avez quelque chose en vous, cette stabilité intérieure dont nous avons parlé, qui vous permet de continuer à marcher. Et au fur et à mesure que vous marchez, quelque chose d'inattendu se produit dans vos relations. Les gens qui vous entourent commencent à vous percevoir différemment. Pas parce que vous avez changé votre look ou votre façon de parler, mais parce que quelque chose dans votre énergie a changé. Quelque chose dans la façon dont vous prenez de l'espace, dans la façon dont vous écoutez sans vous dissoudre dans l'autre, dans la façon dont vous dites ce que vous pensez sans vous excuser d'exister. Et cela, cette présence nouvelle, ce centrage tranquille, a un effet sur les autres que la psychologie sociale documente assez bien. Les gens sont attirés par ceux qui ont l'air de savoir qui ils sont. Non pas les gens arrogants, non pas les gens qui s'imposent avec bruit, mais les gens silencieusement solides, ceux dont la présence est stable. Ceux qui ne cherchent pas votre validation, mais qui l'accueillent avec grâce si elle vient. Ceux qui peuvent être là pleinement, sans avoir besoin que vous restiez. C'est ça, la personne que les gens ont peur de perdre. Pas celle qui supplie, pas celle qui se rend indispensable par la peur ou la culpabilité, mais celle qui existe pleinement, librement, et qui choisit chaque jour d'aimer et de rester, non pas parce qu'elle ne peut pas s'en aller, mais parce qu'elle le veut vraiment. Et vous pouvez être cette personne. Vous l'avez toujours été, quelque part sous les couches de l'anxiété et de la suradaptation. Ce travail du lâcher-prise, c'est simplement le chemin qui y ramène. Il y a une dernière image que Christophe André utilise parfois, et elle est d'une justesse qui mérite d'être partagée. Il parle de la différence entre tenir une main et agripper un poignet. Tenir une main, c'est un geste d'amour. Il y a du contact, de la chaleur, de la présence.
mais il y a aussi la liberté pour l'autre de retirer sa main s'il le souhaite. Agripper un poignet, c'est autre chose. Même si l'intention est la même si la peur de perdre l'autre est réelle et compréhensible, le geste dit quelque chose de différent. Il dit « tu n'as pas le droit de partir ». Et l'autre, même s'il reste, même s'il ne dit rien, finit par ressentir cette différence dans sa chair, cette légère privation de liberté. Et il commence, lentement, à vouloir retrouver cette liberté. Apprenez à tenir les mains, pas à les agripper. C'est au fond ce que le lâcher-prise stratégique enseigne. Pas à aimer moins, pas à vous fermer, mais à aimer d'une façon qui respecte la liberté de l'autre autant que la vôtre. Et cette façon d'aimer, plus légère, plus vraie, plus libre, est aussi, paradoxalement, celle qui crée les liens les plus solides et les plus durables. Parce que les gens restent, vraiment restent, là où ils se sentent libres, pas là où ils se sentent obligés. Et maintenant, vous qui avez écouté jusqu'ici, vous qui avez reconnu quelque chose dans ces mots, dans l'histoire de Marguerite ou dans celle de Bernard, dans cette image des deux arbres ou dans celle de la main. Et du poignet, sachez ceci, le fait même que vous soyez là, que vous ayez cherché ces mots, que vous ayez pris ce temps pour vous, c'est déjà du lâcher-prise. C'est déjà le début. Vous n'avez pas à tout changer demain. Vous n'avez pas à être parfait dans ce nouveau chemin. Vous avez juste à commencer. Un souffle, un ancrage, 5 minutes de silence habité. Un non dit doucement mais fermement. Une question que vous vous posez avant de réagir. Est-ce que ça m'appartient vraiment ? Et progressivement, pas en ligne droite, pas sans rechute, mais progressivement, quelque chose en vous va se déposer, comme la neige qui finit par couvrir un paysage agité, comme la mer après la tempête, qui retrouve cette surface presque lisse, presque parfaite, qui ne dit rien de la profondeur de ce qui se passe en dessous. Vous allez retrouver votre sol. Et depuis ce sol, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire, la légèreté de vivre vraiment votre vie, pas celle que l'on attend de vous, mais la vôtre avec ses imperfections, ses silences, ses joies simples et ces moments de beauté que vous aviez cessé de voir parce que vous étiez trop occupé à surveiller l'horizon pour voir si quelqu'un arrivait ou partait. Il est temps de regarder devant vous, il est temps de vous appartenir.